sûr que de voir des copains qui gagnent très bien leur vie quand tu as fait ces choix-là, c'est extrêmement compliqué. Mais faut pas y penser, sinon ça rend dingue. Je pense qu'on a fait ce choix-là. Et je pense qu'on a eu d'autres choses en retour, c'est-à-dire on se levait le matin avec une motivation extraordinaire. Et ça joue beaucoup. Vous écoutez Honest. Honest, c'est une série d'entretiens avec des hommes et des femmes qui ont choisi de donner du sens à leurs actions. Qu'ils soient explorateurs, navigateurs ou entrepreneurs, ils se sont donné une mission, celle d'être utiles aux autres. Avec eux, nous allons voyager de la côte est du Groenland jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Nous parlerons bien sûr de leurs projets et de leur quotidien, mais aussi de leur parcours et de ce qui les anime. Bonne écoute. Ce podcast vous est proposé par Ast. Pour notre invité aujourd'hui, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Autrement dit, pour décrocher le job rêvé, il y a le CV, mais il y a aussi et surtout l'apparence, les bons gestes et le mot juste. Alors si pour certains, la maîtrise de ces codes est une formalité, pour d'autres, c'est un saut dans l'inconnu. Yann Lotaudet a eu un jour l'idée de recycler nos costards endormis pour les proposer aux demandeurs d'emploi qui ne peuvent se les offrir. Une fois qu'ils ont opéré leur mue, il leur prodigue conseils et astuces pour faire mouche auprès des recruteurs. C'est ainsi qu'à seulement 22 ans et toujours étudiant, il monte son association avec les moyens du bord. 10 ans plus tard, la Cravate Solidaire accompagne aujourd'hui plusieurs milliers de personnes un peu partout en France. Rencontre avec un travailleur de l'ombre à la modestie aussi grande que sa détermination. Salut Yann. Hello. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour parler de ton association, la Cravate Solidaire. Alors, la Cravate Solidaire, c'est un peu le projet de 3 copains qui intègrent la même école de commerce à La Défense et qui se disent qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Alors oui, en effet, c'était il y a maintenant presque 10 ans. On était 3 copains qui venaient de banlieue parisienne et on s'est retrouvés à étudier dans une école de commerce à La Défense, où on a eu un peu un choc des cultures qu'on a plus ou moins mal vécu et ça nous a amené à nous dire venez, on fait un projet qui a du sens pour nous, on a envie de créer une asso pour aider des personnes qu'on voit autour de nous à préparer des entretiens, qui n'ont pas forcément les codes. On a cette réflexion-là parce qu'on se retrouve propulsé dans un univers hyper codifié qu'est la défense. On vit aussi nous-mêmes cette attente sur les codes pour rechercher des stages, pour rechercher même des jobs étudiants, etc. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que vous n'avez pas hésité, vous vous êtes investi dans cette association. Vous vous êtes dit, bah voilà, on va finalement aider les autres, aussi simplement que ça. T'aurais aussi pu te dire, bah finalement, là, je suis à La Défense, je vois toutes ces grandes boîtes, je vais embrasser ce monde-là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas suivi cette voie ? Est-ce que ça t'a attiré à un moment ? Ah, ça, c'est toujours un combat de valeurs. Moi, je pense que je suis peut-être celui du trinôme qui s'est plus indigné sur cette violence-là et qui s'est dit, putain, c'est un combat qui me parle, j'ai envie de m'investir là-dedans aussi. Après, c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps. C'est-à-dire que nous, on l'a créé pendant nos études, on a accompagné 1 à 2 personnes par an, puis par mois, puis par jour, puis après, c'est posé des questions importantes. Celle de on fait notre stage de fin d'études et on a des offres d'emploi qui viennent à nous. Est-ce qu'on les accepte et on laisse un peu tomber l'assaut ou est-ce qu'on s'y met à fond dedans ? C'est le choix qu'on a fait pour 2 des 3 fondateurs de se mettre à fond dedans et de se dire ok, on va pas choper un travail tout de suite. On a créé une asso qui fait sens. C'est quelque chose qui nous parle, qu'on a dans nos tripes en fait et il faut qu'on s'y mette. Donc on a fait ce choix de vie un peu difficile parce que c'était aussi bénévolement qu'on a développé l'asso pendant 2 ans. Bien sûr. Et est-ce qu'au début, justement, tu es dans ton école de commerce, tu lances ce projet associatif qui occupe quelques matinées ou quelques après-midi dans tes semaines. Est-ce qu'à un moment, tu t'attendais à ce que ça aille aussi loin, que l'association se structure et devienne ton job à plein temps ? C'est une très bonne question. Quand on l'a créé, pas du tout. On l'a vécu un peu comme si on montait un club d'échecs à côté, sauf que c'était quelque chose qui avait du sens et qui nous permettait aussi de se dire bah on est un peu différent de ce monde-là. Et surtout, on savait même pas ce que c'était une vraie association dans son intérieur. On savait même pas que c'était possible d'avoir des salariés dans son association.
On savait pas comment marchaient les subventions. On savait de loin que c'était possible, mais on n'aurait jamais imaginé que l'association elle en soit là et qu'il y ait autant de personnes qui nous fassent confiance, notamment tous nos bénévoles, que ce soit les bénévoles RH ou les bénévoles coach en image. On pensait pas que ça allait parler à autant de monde. Et vous avez connu beaucoup de galères entre l'époque du projet associatif un peu bricolé à maintenant ton association structurée? Les premières galères, c'est de bien organiser sa vie à côté des études, à côté du stage de fin d'études. Et ça, c'est les premières galères. Ensuite, ce qui suit, c'est surtout des choix de vie. Moi, j'ai mal vécu le fait de me dire on crée une asso qui fait sens, qui peut se développer. On commence à savoir qu'elle peut se développer et en connaître les mécanismes. Et il faut faire un choix de vie, c'est-à-dire que il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut... ça, je pense, c'est un des premiers problèmes que moi, j'ai rencontré, de me dire ok, est-ce que j'arrête tout pour aller dans l'asso, sachant que derrière, il y a la famille qui met la pression pour s'émanciper financièrement, pour y aller. Et après, si on parle de galères dans l'asso, oui, on a eu des galères de réception de trop de dons. On ne savait plus où les mettre parce qu'on n'avait pas encore de locaux. J'ai une anecdote marrante, c'est une petite galère. C'est qu'on avait dit oui à une proposition de don d'une entreprise qui était immense. Et en fait, c'est l'époque où on ne savait pas dire non. C'est-à-dire, beaucoup de gens veulent nous aider, des entreprises, des partenariats associatifs, des particuliers, etc. Et là, en l'occurrence, c'est une entreprise qui veut nous faire un gros don. Et j'arrive pas à dire non, et c'est un semi-remorque de dons. Et on ne sait pas où le livrer. Et au bout d'un moment, je demande à mes parents si c'est possible qu'on l'accueille dans la maison qu'ils ont à Noiseau, dans le 94. Alors, ils me disent tout de suite non, on ne peut pas accueillir un semi-remorque, c'est pas possible. Et je décide quand même de le faire livrer. Donc, vider un semi-remorque pour le ranger dans la maison, ça me prend toute la journée. Et le soir, quand ils arrivent, c'est le bordel. Non seulement mes parents qui comprennent pas le choix de vie que j'ai fait, mais en plus qui se retrouvent avec des palettes par des costards de dons pour l'assaut. Maintenant, on en rigole, mais sur le coup, c'était vraiment pas drôle. Et donc, du coup, vous, en tout cas, la structure de votre association, elle a évolué dans le temps, mais le principe, il est toujours resté le même. C'est-à-dire que vous collectez des costumes pour hommes et des tailleurs pour les femmes, puis vous les mettez à disposition des personnes en recherche d'emploi que vous accompagnez. Et en plus de ça, vous leur proposez d'être coachés, d'être soutenus et d'être conseillés en vue de leur entretien d'embauche qui s'apprête à passer. Déjà, premièrement, on collecte pas que des costumes et des tailleurs. Nous, notre but, c'est vraiment de collecter des vêtements qui sont adaptés à un job donné et de pas déguiser nos bénéficiaires. On va collecter autant des beaux chinos, des beaux pulls, des belles baskets aussi. L'idée, c'est vraiment de répondre à cette carence de code par le vêtement. Notre cœur de métier, oui, c'est le même. On va coacher nos bénéficiaires à être prêts pour des entretiens, et nos bénéficiaires qui ont parfois des parcours chaotiques et pour qui le recruteur peut être un démon, entre guillemets, où l'entretien peut être une vraie étape de vie. Et nous, on va être là pour dédramatiser ça. Donc, faire un don de vêtements adapté au poste avec des bénévoles coach en images et préparer le fond de l'entretien avec des bénévoles RH. Ça va être faire des simulations d'entretien blanc, mais aussi parler des codes non-verbaux pendant l'entretien. Ça va être aussi parler des questions pièges, des astuces, bien préparer tout ça et arriver le plus confiant possible à l'entretien. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et on clôture toujours un atelier par un moment d'estime de soi par la photographie, parce qu'on croit en ça. On a aussi des candidats où on leur dit jamais qu'ils sont beaux. Et c'est un moment aussi où ils sont bien dans leur tenue. Et s'ils veulent garder un souvenir, ils peuvent le faire. Ils repartent avec une belle photo de portrait qu'ils peuvent utiliser pour les réseaux sociaux s'ils le souhaitent, les réseaux sociaux professionnels ou pour leur CV s'ils le souhaitent. On ne veut pas rentrer dans le débat du CV anonyme ou pas. On sait que c'est une demande de nos bénéficiaires de garder un souvenir, d'avoir une belle photo. Alors nous, on l'a fait, on a fait un beau studio photo dans nos ateliers. Si on veut garder un beau souvenir, c'est possible de le faire. Et avec le temps, on va se développer aussi sur des choses différentes. On vient de créer un programme sur le mentorat, c'est-à-dire pour les publics les plus fragiles qu'on accompagne, ils ont la possibilité d'être suivis par un bénévole RH pendant 6 mois pour vraiment bien et préparer l'entretien, mais aussi faire des retours sur les entretiens qui sont mal passés, être là pour rebooster la confiance en soi, parce que quand on foire un entretien, on n'est pas bien, et ça pour n'importe qui. Donc, pour notre typologie de bénéficiaires, c'est bien d'avoir un mentor qui est là sur 6 mois, par exemple.
Et là, on est en train de se dire, on ne veut pas être seulement une association qui agit sur les bénéficiaires, mais aussi une association qui agit sur le regard des recruteurs. Mhm. Et on commence à être une association qui a maintenant 10 ans de terrain derrière elle et qui se dit, ça serait pas bête qu'on pense avec nos bénévoles RH une formation à la non-discrimination parce qu'on en est au cœur. Et on traite ces sujets-là de manière très concrète. Et il n'y aura pas meilleur que nous pour faire cette formation à la non-discrimination. C'est génial, parce que finalement, pendant toutes ces années, vous avez agi du côté des demandeurs d'emploi en les aidant à s'adapter au monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous êtes suffisamment solide et vous avez suffisamment d'expérience du terrain pour faire changer les mentalités de l'autre côté, en fait. On veut essayer aussi de déconstruire des idées reçues. Et le travail, il doit pas être fait que d'un seul côté, il doit être fait des deux côtés. Nous, on se dit aussi qu'on a tous des préjugés. Le plus important, c'est vraiment d'être formé à les déconstruire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aussi du côté des recruteurs. Et on trouve ça bien de se poser ces questions-là. On ne veut pas du tout condamner ça. Nous, on est convaincus que tout le monde a des préjugés. Le plus important, c'est de les connaître, de les maîtriser et de se former à ça pour se combattre cette partie de nous-mêmes. Et dans quel état ils arrivent, les personnes qui frappent à votre porte pour justement être aidées? Est-ce qu'ils ont, pour la plupart, vraiment peur de cette étape que va être la recherche de l'emploi et l'entretien d'embauche? Est-ce qu'ils se sentent un peu perdus? Est-ce qu'ils sont conscients de leurs valeurs? Enfin, comment ils arrivent chez vous? Ça dépend vraiment des personnes. On va avoir plein de parcours différents, plein de personnalités différentes. On va surtout avoir des personnes qui nous viennent d'associations partenaires où il y a eu un gros travail en amont. Où là, il y a pas mal de choses qui ont été déconstruites, pas mal de préparation. Et nous, on va être là pour la petite touche finale. Et justement, c'est ce genre de petits détails qui peuvent faire la différence dont on parlait tout à l'heure. On a aussi nos portes qui sont ouvertes à des personnes qui n'ont pas forcément la chance d'être accompagnées par des associations, où peut-être il va y avoir plus de travail à faire. On a un peu de tout. On accompagne aussi des personnes qui sortent de prison, où il y a un gros travail à faire sur la réinsertion. Sur les codes de l'entretien, qu'ils soient vestimentaires, verbaux, non-verbaux. Il y a aussi la question de parler de son parcours carcéral ou pas, et de la manière dont on en parle. On va avoir des personnes qui ont 18 ans, qui n'ont jamais fait d'études. Aussi, on peut voir des personnes qui ont été cadres pendant 40 ans et qui ont connu des descentes aux enfers, et pour qui c'est extrêmement compliqué de retourner faire des entretiens. Et là, on est aussi là pour eux. On commence à avoir une typologie de bénéficiaires vraiment différente, et c'est ça qu'on aime aussi, et c'est ce que nos bénévoles aiment aussi. Et alors, pour parler vraiment du fonctionnement, du coup, pour la collecte des vêtements, vous allez frapper aux portes des entreprises ou vous faites appel à des dons de particuliers? Et aussi, au niveau des bénévoles, comment est-ce que tu recrutes tes bénévoles? Comment ils vous ont connus au début? Qui sont ces bénévoles qui consacrent, j'imagine, pas mal de temps pour votre association? Alors, pour les collectes de vêtements, il y a 3 canaux de dons. Le premier canal de dons, c'est les particuliers qu'on a sollicités dès le début, où l'idée, c'était vous avez des tenues qui peuvent servir pour un entretien, vous les utilisez plus, donnez-les nous et on va en faire quelque chose de bien. Et à l'époque, on avait créé une carte où on avait des bénévoles qui récupéraient les dons. Et du coup, un donateur avait toujours un bénévole proche de lui pour lui déposer ses dons. Dans les faits, ça a donné trop de dons de vêtements chez les bénévoles qui récupéraient. Donc maintenant, les particuliers peuvent déposer leurs dons dans nos locaux directement. Il y a des créneaux pour ça et on leur montre ce qu'on fait des dons pendant 5 minutes. On leur montre le local et on adore garder ce contact humain-là. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas pour l'instant des box dans la ville où on peut nous donner comme ça. On préfère garder ce contact humain avec les particuliers. Le deuxième canal de dons, c'est des collectes organisées dans les entreprises, toujours à destination des particuliers. D'accord. Mais là, c'est simple, c'est-à-dire que plutôt que de venir dans notre local, pendant un week-end, ils vont vider leurs armoires et vont ramener le lundi à la collecte qui est organisée dans leur entreprise les vêtements qu'ils veulent nous donner. Et c'est simple, c'est sur leur lieu de travail, c'est super. Le troisième canal de dons, c'est les entreprises qui croient en notre projet et qui nous font des dons de produits neufs. Et on commence à en avoir de plus en plus. Alors des fois, des fins de série ne sont pas vendues, mais ça nous arrive aussi que des entreprises nous fassent des dons, des nouvelles collections parce qu'elles croient en nous et qu'elles détachent un budget là-dessus. Et ça, c'est génial, on le soulignera toujours. Et vos bénévoles? Comment on recrute nos bénévoles? On a la chance de passer de temps en temps dans des médias où on parle justement du bénévolat et ce qui s'y passe. Via les réseaux sociaux aussi, on parle du bénévolat, via notre site internet. Des associations qui sont spécialisées dans le bénévolat aussi entendent parler de nous. Et nos entreprises partenaires aussi parlent du fait qu'on peut être bénévole dans l'asso.
Ensuite, on reçoit des candidatures de bénévoles, on les analyse. Pour ceux qui sont éligibles à être bénévoles chez nous, si je prends le cas des bénévoles qu'on va appeler RH chez nous, il faut avoir l'expérience du recrutement pendant au moins 1 an. Il faut participer à des recrutements régulièrement, pas forcément être dans la section RH, mais avoir une expérience du recrutement d'au moins 1 an. Et ces bénévoles-là, on leur demande de participer à une formation chez nous pour être bénévoles ensuite dans nos ateliers. Et ça marche. Et ça marche, il y a de quoi être fier. Enfin, j'ai l'impression que les résultats sont là. Alors, c'est le fruit d'un travail du candidat en premier, parfois des associations qui ont accompagné en amont et de nous aussi. Et oui, on a 70% de personnes qui réussissent leurs entretiens suite au passage chez nous. Et c'est un chiffre qui est vraiment important pour toute notre communauté de partenariats associatifs et nous. Mais est-ce que vous gardez quand même le lien avec ces gens qui sont venus vous voir, qui ont passé l'entretien? Comment ça se passe? Ils vous appellent et ils vous préviennent qu'ils ont décroché le job? Oui, nous, on fait un suivi à 1 mois, 3 mois et 6 mois pour garder le lien. Et en général, oui, les bénéficiaires gardent le lien avec nous. Et quand il y a des difficultés à réussir les entretiens, soit on les réoriente vers d'autres associations si ça les concerne sur ces sujets-là, ou soit on leur propose d'autres programmes de l'asso, dont le mentorat, pour retravailler certaines choses. En tout cas, nous, ce qu'on peut voir à notre niveau, c'est aussi des bénéficiaires qui sont passés par nous et qui après viennent nous aider sur le tri de vêtements avec les bénévoles qui nous aident sur le tri de vêtements quand on a fait des collectes, et des bénéficiaires qui gardent des nouvelles, qui nous en donnent. Ça fait toujours très très plaisir à voir. Et aujourd'hui, vous êtes présent un peu partout en France. Ça, tu peux nous raconter un petit peu Là, je pense qu'on peut revenir 7-8 ans en arrière, où l'asso elle est créée depuis 2-3 ans. On commence un petit peu à se développer sur Paris et à avoir une communauté de bénévoles de 150 personnes. Et on commence à être, pour le coup, très médiatisé. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où il y a des jeunes qui créent des assos, mais on est peu de jeunes à créer des associations d'intérêt général et de vouloir faire quelque chose qu'on a dans les tripes, quoi. Ça commence à faire beaucoup parler de soi et on a la chance d'être très médiatisé. Je pense que ça participe au fait que cette année-là, on reçoit une 50aine de demandes de création de l'association dans des bassins d'emploi différents. De personnes qui se disent mais c'est génial ce que vous faites, sur mon territoire ça ferait sens, est-ce que je peux créer une cravate solidaire dans notre territoire? Nous on est super contents au début, puis on reste des gamins à l'époque, on a 21, 22 ans, on dit pas tout de suite oui, mais on a envie de dire oui tout de suite. En parallèle, on a notre conseil d'administration où on en parle, on se dit on a une 50aine de demandes de création, et en parallèle on voit un appel à projet pour essaimer des projets associatifs. L'appel à projet s'appelle La France s'engage. À l'époque, c'est sous le mandat de François Hollande, et on décide d'y participer. On sait que se créer sur d'autres territoires, ça demande des fonds, déjà pour y réfléchir, pour construire une stratégie, puis ensuite pour passer à l'action et accompagner des personnes à créer l'association. On est lauréat de cet appel à projet, ça nous permet d'avoir 300 000 euros sur 3 ans. Ce qui est énorme à l'époque, on a un budget de 7 000 euros par an. Et donc là, on commence à avoir des moyens. Ça nous permet, nous, d'avoir nos premiers salariés dans l'asso. Et donc, on décide de se créer un réseau d'associations et d'accompagner des citoyens engagés à créer l'association sur place. Et dans chaque bassin d'emploi, il y a où on est. Donc, c'est bien une association, la Cravate Solidaire, avec des locaux qui l'ont créé, un conseil d'administration qui le dirige, et ses bénévoles, toute sa mécanique, etc. Et je pense qu'en 8 ans, on a pris un rythme où on s'est créé à peu près sur 2 bassins d'emploi par an. Et aujourd'hui, on est sur 12 bassins d'emploi. Donc... Mais tu es très modeste et on a l'impression que tu as monté cette association, oui, avec quelques galères, mais que ça finalement n'était pas si difficile et que oui, tu as fait tout ça avec tes tripes et ton envie et les valeurs auxquelles tu croyais. Mais tout ça n'a pas été si facile que ça. Tu as dû faire beaucoup de concessions. Non seulement on en parlait au début de te dire, bah voilà, le monde classique de l'entreprise, c'est pas pour moi. Moi, j'ai choisi le monde associatif. Mais pendant toutes ces années, tu as gagné très peu d'argent, voire tu n'en gagnais pas du tout. Comment est-ce que tu as trouvé la force au fond de toi de te dire, surtout, tu étais à un moment un peu charnière dans ta vie et je pense que tu voyais aussi tes potes de l'école qui, eux, faisaient des stages dans des grosses boîtes. J'imagine qu'on se remet en question et qu'est-ce qui te fait tenir encore maintenant? Là où je vais rebondir en premier, c'est de se comparer aux autres. C'est sûr que de voir des copains qui gagnent très bien leur vie quand tu as fait ces choix-là, c'est extrêmement compliqué. Mais il faut pas y penser, sinon ça rend dingue. Je pense qu'on a fait ce choix-là. Et je pense qu'on a eu d'autres choses en retour. C'est-à-dire on se levait le matin avec une motivation extraordinaire. Et ça joue beaucoup.
C'est sûr qu'au début, pour lancer l'association, donc à la fin de nos études, on n'a pas pris un poste salarié. Pour 2 des 3 fondateurs, donc on était 2 avec mon acolyte Nicolas, on s'est dit on prend 1 an de bénévolat, on la développe. Ensuite, 1 an, c'est dur, sans revenu, c'est compliqué. On a nos parents qui nous aident. Moi, je travaille un peu à côté sous des formats job étudiant. Au bout d'1 an, on entend parler du service civique. Et on décide de postuler pour avoir un service civique. Sauf que ce qui est un peu compliqué, nous, c'est qu'on crée notre association et on veut être... on a envie d'être en service civique pour développer cette association-là. Sauf que quand tu es en service civique, il faut avoir un tuteur au-dessus de toi. Sauf que nous, c'est nous les créateurs de l'association, donc c'est un peu compliqué. Mais il existe des programmes pour être à la fois service civique dans sa propre asso quand on l'a créé. D'accord. On y postule. Le programme s'appelle Rêve et Réalise à l'époque. Mais ils considèrent que l'association est trop développée. On se fait recaler de ça. Alors nous, on a les boules parce que déjà, un service civique, on y croit, on trouve ça génial. Ça nous permet d'avoir, à l'époque, je crois, 500 € par mois, ce qui est rien du tout. Et on nous recale parce que l'association est trop développée. Oui, or, elle ne l'est pas du tout. C'est absurde. Et or, on est en train de vivre comme des clodos et en train de créer une association. Donc, on a vraiment les boules. Là, on arrive à être épaulé par une association à l'époque qui s'appelle Animafac, qui décide de nous prendre en service civique pour développer l'association et de nous permettre de le faire. Donc là, ça nous a un peu sauvé la mise à un moment où on n'avait pas assez de fonds pour avoir des salariés dans l'asso, mais on avait quand même envie de continuer, mais on ne pouvait plus continuer comme ça. Et aujourd'hui, tu le vis comment, le fait que ton association ait pris un peu son rythme de croisière, que bien sûr, il y a encore plein de défis à relever et qu'il faut sans cesse trouver des fonds et faire marcher tout ça, surtout que maintenant que l'asso s'est structurée et que vous avez quand même beaucoup de salariés. Comment est-ce que tu vis aujourd'hui ton quotidien et comment est-ce que tu regardes aussi tout le chemin parcouru ? Dans des associations comme les nôtres, il n'y aura jamais de rythme de croisière. Surtout avec l'actualité, là, on ressort d'une pandémie mondiale avec beaucoup de fragilité, nous, chez les publics qu'on accompagne. Donc c'est différent, on est moins dans la survie très opérationnelle, avec une taille de petite association, mais on va sur des enjeux plus macro, avec des enjeux de financement plus importants. Moi, mon poste, il a vachement évolué dans le temps. J'ai été très, très opérationnel au début. Maintenant, je vais... m'occuper du développement national qui devient plus important avec un réseau de 12 associations. J'ai des salariés avec moi pour m'aider là-dessus. Donc, je gère des salariés, je gère aussi mes porteurs de projets bénévoles sur le réseau. Je vais participer à des levées de fonds importantes, beaucoup plus importantes qu'il y a 8 ans. Les enjeux sont différents. Si quelque chose s'arrête, c'est encore plus compliqué à gérer. Mais dans une journée... je peux, oui, avoir un rendez-vous au ministère sur des questions importantes liées à l'emploi, puis m'occuper d'un gros dossier de subvention avec mon équipe de levée de fonds, puis animer un rendez-vous avec tous mes directeurs de chaque association sur un sujet important, puis aller sur le terrain avec mon acolyte Nicolas parce qu'il y a un problème sur le terrain dans des locaux. Mes journées deviennent compliquées et minutées. Et ça devient un peu dur parce que des fois, on ne s'imaginait pas comme ça, en fait. Ouais. Parfois, tu as l'impression de te faire un peu dépasser par ton projet. J'ai même des fois l'impression de parler qu'en mots-clés parce que j'ai pas le temps. Enfin, je parle qu'en mots-clés, je compte les minutes, je mange en 10 minutes. Et ça, il faut que j'arrive à sortir de là. Parce que je pense que c'est pas sain. Il faut aussi apprendre à dire non, ce qu'on sait faire, mais aussi on a beaucoup de sollicitations de partout. C'est le poste qui veut ça et je pense que tous les DG de grosses associations vivent ça. Il faut que j'arrive à mieux tempérer ça maintenant, mais aussi on a une association qui se développe, on nous attend sur beaucoup de choses. Parfois c'est compliqué, on garde quand même le sourire, mais je pense qu'il faut réussir à mixer poste important et un rythme de vie qui soit sain pour tenir dans le temps. Bien et sûr. Ça, c'est ce à quoi j'aspire. Est-ce que quand tu bosses dans le monde associatif, est-ce que c'est pas... plus compliqué de se prendre des claques que dans le monde de l'entreprise classique, dans le sens où, vu que tu dis que tu avances avec tes tripes, que tu crois foncièrement, et surtout, si je me mets à ta place, je me dis que ce que vous faites au quotidien, c'est tellement génial que si, imaginons, un jour, tu n'arrives pas à aller chercher des fonds dans telle ou telle entreprise ou auprès de tel ou tel acteur privé ou public, tu dois aussi enrager au fond de toi, te dire, mais attends, notre combat, il est OK, on n'est pas les seuls, mais notre combat, il a besoin d'être là, on a besoin d'aider nos bénéficiaires. Pourquoi ça bouge pas, en fait ? C'est une très bonne question.
Je pense que pour diriger une asso et lever des fonds, il faut accepter le fait qu'on ait des refus. Si on enrage, on va pas tenir longtemps à diriger une asso et on va ruminer tout le temps. Ce qui n'est pas mon cas. Quand j'ai un refus, donc c'est très dur à vivre, ça l'est pour tout le monde. Mais ma position, c'est de me dire que c'est pas grave. Il y a un moment où ils vont se rendre compte que c'est important ce qu'on fait. Ils vont croire en nous et puis ils vont nous financer l'année d'après ou 2 ans après ou même peut-être 10 ans après, c'est pas grave. Et je vais leur dire aussi, franchement, c'est pas grave si vous refusez. Je vous invite quand même à venir dans le local, à rencontrer nos bénévoles, nos bénéficiaires, à avoir un moment de vie dans l'asso. Je sais que c'est des questions qui parlent à tout le monde. Il ne faut pas tenir rigueur au refus, il faut aller de l'avant. Et quand on nous dit oui, c'est tellement génial que ça annule tous les refus et c'est pas grave, quoi. C'est génial. Et tu disais tout à l'heure aussi, on nous attend maintenant sur d'autres sujets, notamment tu parlais du plaidoyer contre les discriminations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous attend, on attend votre parole dans la sphère publique. Ça fait 4-5 ans qu'on est invité à des groupes de réflexion par les différents ministères qui nous suivent et qui nous soutiennent. Donc ça, on a déjà un peu cette place-là. Après, quand je dis on nous attend, je pense que moi, déjà en premier, j'attends que l'association prenne de plus en plus d'importance là-dedans et c'est ce qu'on essaye de faire. Je sens aussi que la communauté de bénévoles dans tous les bassins d'emploi veut participer à ça. Je pense que tous les feux sont ouverts pour ça. Maintenant, il faut qu'on arrive à nous bien gérer la partie terrain et avoir du temps de réflexion sur des nouveaux projets qui peuvent avoir un impact systémique. Ça passe par le plaidoyer, ça passe aussi par la formation à non-discrimination qu'on est en train de finaliser. Et ça va passer par même d'autres projets dont j'ai peut-être pas conscience encore, mais qui vont arriver. Et j'espère, moi, arriver à débloquer du temps de réflexion là-dessus pour emmener des bénévoles avec moi là-dessus. Et aujourd'hui, toi personnellement, au niveau de ta motivation, ton investissement, tu viens de nous parler de tous ces projets que tu as encore en tête et que tu as encore 1000 idées pour développer ton association. Tu n'as jamais perdu la foi en ton combat. Comment tu te vois un peu dans les prochaines années à venir Ce qu'on a toujours dit avec mon acolyte cofondateur Nicolas, c'est que si un jour on n'a plus d'idées à apporter, on s'en ira. Et ce n'est pas un projet de vie pour nous, cette association, loin de là. Il faut que les têtes bougent et que quand il n'y a plus d'idées, on s'en aille. Pour l'instant, on connaît tous des hauts et des bas dans la direction d'associations, mais on a toujours la motivation et toujours des bonnes idées. Et on en a tellement là qu'on a du mal à bien se cadrer aussi, c'est-à-dire garder du temps pour développer ce qu'on aimerait faire. Mais oui, si on est encore là, c'est que et on y croit et on a des bonnes idées pour la suite et qu'on arrive à fédérer encore beaucoup sur ce projet-là. Donc oui, le meilleur est à venir. Génial. Bon courage pour la suite et merci Yann. Merci pour votre accueil. Salut. Vous venez d'écouter Honest, un podcast proposé par Ast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou à liker l'épisode. Merci.